arrachez-vous aux écrans. Arrachez-vous aux écrans. Les écrans vous dévorent, la lecture vous nourrit. C'est toute la différence. Bonsoir à tous, bande de loulous du mardi, j'espère que vous allez tous bien. Ce soir, on se retrouve avec Jacob Cohen et Maximus. Dans cette première partie d'émission, on va parler du dernier ouvrage de Jacob Cohen, la 26e tribu. Et puis en deuxième partie d'émission, on va parler de l'actualité, de tout ce qui se passe en ce moment et de tout ce qui s'est passé récemment et de tout ce qui pourrait se passer bientôt. Voilà, Jacob Cohen, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Maximus. Oui, bonsoir Jacob. Bonsoir. Bonsoir Lou et bonsoir aux camarades qui nous écoutent ce soir. Alors, ce dernier ouvrage que vous venez d'écrire, alors attendez, je vais quand même essayer de mettre l'affiche à l'écran, histoire, parce que là, elle est derrière, qui s'appelle La 26e tribu, donc c'est un roman, et donc, Jacob, moi je connaissais la 12e tribu, la 13e tribu, mais je vois que là, j'ai dû rater quelques épisodes parce qu'on en est à la 26e. Donc déjà, pourquoi ce titre de 26e tribu ? Alors, je vous ferai remarquer que sur la couverture, il y a 4 lettres hébraïques. Si tu pouvais remettre la couverture, bon, il y a Yahvé, les 4 lettres hébraïques, et les 4 lettres hébraïques dans la numérologie juive, c'est 26. Et le 26 est un chiffre très symbolique. Il a une très grande importance. Et disons, dans le roman, ceux qui mènent une certaine opération, vis-à-vis d'une certaine population marocaine, pour la ramener à des origines supposées juives dans l'Antiquité. Voilà. Donc, je resterai là au chiffre du 26. Voilà. Parce que, en fait, c'est toute la construction et il n'y a pas un suspense, c'est pas un polar, mais disons, il y a toute une construction qui part des anciens habitants de Fès. La plus grande partie de l'action se passe à Fès, parce que, en fait, c'est un roman qui parle de la normalisation entre le Maroc et Israël, mais vu par les aspects pas du tout diplomatiques, militaires ou économiques, mais mémoriels, symboliques, spirituels. En fait, j'ai voulu montrer comment le Maroc a déroulé le tapis rouge au sionisme, à Israël, pas seulement du point de vue militaire, ce que je n'ai pas envie d'aborder, mais d'un point de vue intellectuel, c'est-à-dire que le régime marocain ou le roi du Maroc a fait en sorte de modifier l'histoire du pays de manière à lui donner une dimension judéo-musulmane qui, en fait, qui n'avait pas, en tout cas, qui n'avait plus, puisqu'il y avait 300 000 juifs au Maroc à peu près, ou 350 000, très difficile à préciser, et les 99% sont partis. Donc, ce qui reste, c'est vraiment résiduel. Or, le roi du Maroc, pour faire plaisir aux Israéliens, aux Juifs, au lobby, a décidé de réécrire l'histoire du Maroc, de réécrire les leçons d'instruction religieuse dans les manuels scolaires, de rénover tout ce qui était possible de faire au Maroc concernant les établissements juifs ou à caractère juif, et de donner une espèce de blanc-seing au lobby judéo-sioniste de faire leur pénétration. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous savez qu'au Maroc, le lobby judéo-sioniste a réussi à pénétrer, à développer la dimension mémorielle comme il le fait en France, au Maroc. Et on ne le sait pas trop, mais en fait, en 2012, a été créé le projet Aladdin par le conseiller du roi, qui est chargé d'enseigner la Shoah à la population marocaine pour la sensibiliser à l'antisémitisme. Et donc, dans le roman,
vous savez, un roman, c'est, comment dire, il y a une part de vrai, enfin, de réalité, et une part de projection. Et moi, je fais la part de projection, c'est quoi? Il y a eu, en 61, il y a eu un naufrage d'un navire avec 42 juifs que le Mossad faisait partir clandestinement pour aller en Israël. Tout porte à croire que ce naufrage a été provoqué par le Mossad lui-même. Pour quelle raison? Pour créer un choc psychologique et dire le Maroc empêche les Juifs de partir en masse en Israël. Et c'est ce qui est arrivé. Hassan II a ouvert les vannes et 100 000 Juifs sont partis en 2 ans en Israël. Et en fait, comme l'UNESCO est dirigée par la fille du conseiller du roi, ça c'est vrai, enfin je veux dire c'est une réalité, elle va faire en sorte de construire un mémorial sur le port d'Al-Hoceima, c'est-à-dire d'où est parti le chalutier, contre évidemment de l'argent et le classement du port, mais en contrepartie, il y aura un mémorial et une journée nationale pour commémorer cet événement. Et en fait, dans des dialogues enfin pour ceux qui liront le roman, il y a le dernier chapitre est un dialogue entre un homme d'affaires juif, un homme d'affaires farsi, musulman, qui est un peu celui contre toute attente va sonner la révolte contre cette intrusion judéo-sioniste. Et cette intrusion judéo-sioniste, il y a l'affaire mémorielle, c'est-à-dire on va faire une journée nationale pour commémorer, etc. Mais en fait, lui, il a compris, il dit à son neveu qu'en fait, ils vont faire comme avec les Européens, ils vont nous soumettre, ils vont nous mettre dans une position de culpabilité pour nous faire accepter n'importe quoi. Et un autre aspect qui est réel cette fois-ci, et pas seulement romanesque, c'est que des Juifs, vous savez, l'appétit des sionistes, ce sont des gens sans foi ni loi. Donc il y a des Juifs anciennement marocains qui reviennent au Maroc et qui disent « cette maison m'a appartenu dans les années 50 ». Je l'ai vendue, certes, mais pas au bon prix, on m'a roulé, etc. Et donc, ils récupèrent des propriétés, ils récupèrent des terres agricoles. C'est incroyable. Et donc, voilà, j'ai voulu mettre tout ça dans avec des gens qu'on envoie de anciens de Fès, qui vont récupérer une maison dans la Médina de Fès. C'est pour ça que j'ai mis dans la photo, c'est une médersa de Fès, c'est-à-dire une école religieuse de Fès, pour montrer qu'on est au Maroc. Et donc, voilà l'atmosphère de cette normalisation, c'est-à-dire la pénétration judéo-sioniste dans matière mémorielle, en matière de propriété immobilière, en matière ils vont essayer de convaincre des jeunes, comme ils ont fait d'ailleurs, j'ai publié un autre roman qui s'appelle Memba sur Tinrir, qui est la province berbère du sud du Maroc, où effectivement, on essaye, disons, de montrer aux jeunes, avec des bourses, avec du fric, etc., qu'il y a quelques siècles, leurs ancêtres étaient juifs, voilà, et qu'ils pourraient éventuellement revenir à cette religion. Donc il y a aussi cette dimension, c'est pour ça qu'il y a le mot tribu dans le titre, mais je n'irai pas plus loin dans l'explication parce que c'est toute une construction et j'aimerais ne pas, pour celui qui aimerait lire le livre, ne pas lui donner la conclusion au début, voilà. Ah ouais, ça fonctionne aussi alors au Maroc, le ouais ici avant c'était chez nous donc merveilleusement. D'ailleurs, ils ont réussi. En fait, vous savez, le Mossad a placé un Sayan, le singulier de Sayanim, au début des années 80 au Maroc, qui est le conseiller du roi, André Azoulay. Bon, avec l'accord de Hassan II évidemment, et avec son assentiment, c'est certain, qui est devenu conseiller spécial. Donc ça fait 40 ans que ce type, qui était banquier à Paris et à New York, à la BNP, et qui, le Mossad lui a dit, et il est d'origine marocaine d'ailleurs, mais il ne parle pas arabe, enfin, il ne parlait pas à l'époque.
Et donc, il est reparti au Maroc. Et à partir du début des années 80, il a réussi, en créant des ensembles de musique, des expositions. Enfin, vous savez, la pénétration du sionisme au Maroc et le chamboulement des élites ne sont pas faits par la politique. Ils sont faits par des liens spirituels. Par exemple, l'arrivée de rabbins pour discuter de religion, de musique andalouse. Il y a un orchestre, par exemple, judéo israélo-marocain de musique andalouse, d'expo photo, le projet Aladdin, la Shoah, etc. Et donc, c'est toute cette imprégnation d'une certaine élite francisée, moderniste, marocaine, des hommes d'affaires, que ce Sayan, enfin ce conseiller du roi, a réussi pendant 40 ans à sensibiliser, à la rendre plus perméable à l'idéologie sioniste, à une certaine fraternisation. Ce qui fait que quand la normalisation est arrivée, le terrain était préparé pour récupérer une partie quand même de l'élite, voilà, qui est sensible à cette. D'ailleurs, par exemple, il y a quelques mois, j'ai eu une vidéo avec quelqu'un, un Marocain, qui soutenait la normalisation. C'est un intellectuel. Et voilà, lui, il pense que le Maroc, c'est un coup de maître. Moi, ma position, c'est que chaque État peut faire des alliances pour renforcer sa sécurité ou sa domination ou ses intérêts, etc., mais pas avec le sionisme. Parce que le sionisme, ce sont des traîtres. C'est-à-dire, ils trahissent même les Américains. Leurs meilleurs alliés, ils les ont trahis. Ils ont assassiné un président, ils ont participé au 11 septembre, ils ont assassiné des marins, etc. Ils ont placé le plus grand espion du siècle, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, Jonathan Pollard. Il a pris les plus grands secrets américains dont il a vendu une partie aux Russes. Et il a été condamné à 30 ans de prison. Et malgré tous les liens, toutes les supplications des Israéliens, aucun président n'a osé le libérer avant terme, ni lui permettre de rentrer en Israël avant les 5 ans de bannissement à l'intérieur de l'État. C'est dire à quel point il a fait du mal au renseignement américain. Donc, moi, ma position, c'est pas que le Maroc ne puisse pas s'allier avec tel ou tel État, mais le sionisme est par définition, on ne peut pas lui faire confiance. Voilà, il méprise tout le monde, les Arabes, les Américains, il faut les entendre parler, moi je les connais, et donc il se fiche pas mal des Marocains, des Arabes en général, des Marocains, des Palestiniens, et donc ça serait bête et con de leur faire confiance. Voilà. Alors Maximus, si tu veux réagir à tout ça. De toutes les façons, on en a eu l'exemple dans l'actualité avec les incidents diplomatiques, notamment les gendarmes qui se sont fait maîtriser dans le domaine français de Jérusalem. Normalement, c'était de nature à créer une crise diplomatique. Mais bon, visiblement, je vois que l'État sioniste se fiche complètement du droit international. D'ailleurs, il le méprise aussi, d'ailleurs. Donc, en fait, tout ça est corroboré par une réalité qu'on peut constater. Hein. On a vu que même des gens comme le secrétaire général de l'ONU, c'est-à-dire Guterres, lui-même est persona non grata, d'ailleurs, en Israël pour ses positions qui sont pour l'entité sioniste limite ambiguë, enfin même pas ambiguë, pro-palestinienne. C'est-à-dire que aujourd'hui, on voit que quiconque essaye d'appeler à un cessez-le-feu ou ne serait-ce qu'à une discussion autour d'une table pour trouver des accords d'apaisement, de paix, des compromis, on voit que ça n'intéresse d'ailleurs ni l'entité sioniste, et on retrouve cette même configuration d'ailleurs avec l'élection de Trump, où Trump a bien spécifié qu'il arrêterait de donner de l'argent à Zelensky, et on voit des tractations derrière qui se font
parce qu'il faut continuer de nourrir le conflit pour nous amener dans un conflit de très haute intensité, c'est-à-dire une troisième guerre mondiale effective, avec effectivement des morts et de la destruction. Donc on voit que le projet final, c'est le chaos et la destruction totale. On a affaire à des gens qui sont des agents du chaos. En fait, ce que je voulais, bon, on peut bien sûr élargir le débat, mais le rapport de normalisation que j'ai étudié de manière assez détaillée, approfondie, en prenant des exemples, etc., sous forme romanesque, je répète, c'est un rapport, c'est pas un rapport égalitaire. Voilà. C'est un rapport de soumission, même si ça ne le dit pas, mais en fait, tout est, on a quelqu'un qui est craint, ça veut dire le partenaire israélien qui est craint, qui est respecté, qu'on n'ose pas contredire, contre qui on n'ose pas appliquer même la loi. Enfin, je veux dire, c'est avec beaucoup de réticence on lui applique la loi. Et donc, et c'est pour ça d'ailleurs, si vous remarquez, les autres normalisations, par exemple, Israël avait normalisé avec l'Égypte et avec la Jordanie il y a 40 ans. Mais en fait, ces deux pays n'ont pas fait le même processus que le Maroc. C'est-à-dire, ils ont, bon, pour des raisons qui leur sont propres, ils ont été amenés à normaliser, malgré leur. Enfin, ils n'avaient pas tellement envie, mais ils ont dû le faire. Mais ça, c'est une autre question. Mais ils l'ont fait, mais tout en gardant leur distance. Parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'est pas un partenaire fiable, juste, égalitaire, etc. Et donc, on appelle ça des paix froides. C'est vraiment, enfin, une paix avec l'Égypte, avec le peuple égyptien ou le peuple jordanien, c'est une paix glaciale. Voilà. Et malheureusement, enfin, le Maroc, il y a une espèce d'enthousiasme. Peut-être c'est dû au conseiller du roi, qui fait du Maroc une espèce de presque de protectorat ou de colonie spirituelle ou culturelle ou mémorielle du régime sioniste. Voilà. Et donc, et c'est pour ça que j'aurais voulu que les gens qui peuvent se rendre compte de ce rapport de domination, parce qu'il est structurel au sionisme. Le sionisme est une idéologie qui méprise le reste du monde. Intrinsèquement, fondamentalement, je les connais, enfin, je veux dire, ce sont des gens de ma famille, de mes amis, etc. Intrinsèquement, ils n'en ont rien à foutre du monde entier. Voilà. Et surtout des Arabes. Alors là, c'est les derniers. Et donc, et c'est dommage que beaucoup de Marocains ne réalisent pas le guêpier dans lequel ils se laissent prendre. Voilà. Ouais, Maximus, ouais, j'ai vu que tu m'avais envoyé des vidéos. J'ai un souci avec la dernière. Je ne sais pas si elle est partie entièrement. En tout cas, j'arrive pas à la télécharger. Les deux premières, là, je suis en train de les charger. Et en attendant que je les charge, en tout cas, moi, ce que je retiens de ce que vous avez dit, Monsieur Cohen, c'est, bah voilà, apparemment, il y a le même conditionnement qui est en place au Maroc. Ici, en France, on a le concept de judéo-christianisme. J'apprends qu'apparemment, là-bas, il y a le concept, je sais pas, d'islamo-judaïsme, on va dire. Dans tous ces concepts, il nous en manque plus qu'un. Hein. Il nous manque plus que le christiano-musulman. Hein. Peut-être que demain, c'est un concept qui émergera aussi. Mais en tout cas, voilà, on voit vraiment qu'à tous les niveaux, ouais, l'entité sioniste, comme vous dites, est à l'œuvre à travers le monde. Oui. Oui, et en plus, elle est, comment dire, c'est un partenaire compliqué, difficile. C'est-à-dire que lorsqu'on discute, vous prenez par exemple le général de Lavarne, bon, qui est parti au Liban comme officier de la FINUL et qui raconte qu'il est parti avec ce sentiment de sympathie naturelle pour Israël, parce qu'il avait réussi, le régime israélien avait réussi à propager l'idée que c'était un petit pays socialiste, libéral, humaniste, etc., etc. Et puis 2 ans après les avoir côtoyés au jour le jour, les militaires et tout,
il est revenu anti-israélien, mais à fond, parce qu'une fois qu'on les connaît, mais les autres, moi j'ai entendu par exemple, il y a une scène de diplomates, une soirée diplomatique, on m'a raconté ça, une soirée diplomatique où des diplomates français se cachaient presque pour échanger leur opinion négative sur les Israéliens, mais vraiment en faisant attention de ne pas être entendus, parce qu'ils savent, ils ont la trouille des retombées. Vous savez, par exemple, le chef du Parti travailliste, ils l'ont quand même fait démissionner parce qu'il avait des positions anti-israéliennes. Vous savez, celui qui aurait dû gagner les élections s'il était resté président du Parti travailliste. Eh bien, on l'a fait démissionner, et c'est un juif. On l'a fait démissionner pour antisémitisme. Il faut voir la campagne qu'ils ont lancée contre lui. Donc, ils sont sans pitié contre tout celui qui ose se mettre en travers de leur chemin. Alors, Maximus, je ne sais pas si tu peux me renvoyer l'avant-dernière vidéo. Si tu peux essayer de me la renvoyer, parce que j'arrive pas, c'est la seule que j'arrive pas à télécharger là pour l'instant. Et on va regarder donc la première vidéo que tu m'as envoyée en attendant, et puis après je vais vous laisser réagir dessus. Moi je vais découvrir en même temps que vous, je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc on regarde ça tout de suite. Ouais, je vois qu'il y a la tronche de Tristan, donc à mon avis on va se marrer quand même. Allez, on regarde ça. J'aimerais finir avec tous les deux quand même sur une question. Qu'est-ce qui distingue la théorie du complot de la simple remise en question d'une information officielle? Après tout, le travail des journalistes, ce qu'on apprend à l'école aux enfants, c'est d'être critique, de ne pas croire tout ce qu'on nous dit, comme on dit. Elle est où la nuance? Est-ce qu'il n'y a pas une zone grise? Par exemple, le laboratoire P4 qui est hautement sécurisé, il est légitime de se poser la question entre le pangolin comme source de ce virus ou bien ce laboratoire par erreur, par accident. Certains disent délibérément, mais il y en a qui disent que ça peut être un accident après tout. Mais par essence, toutes les questions sont bonnes à poser. Le problème, c'est pas tant la question que ce qu'on place derrière. Je crois que s'interroger de manière saine sur ce laboratoire P4, l'origine du virus, et en discuter, voilà, c'est totalement possible. Le complot, là, c'est quoi? C'est-à-dire ça a été créé pour contrôler les masses, en fait, le problème, c'est d'ingénierie sociale. De la même manière que Tristan Mendès-France, j'observe beaucoup ces mouvements, et quand je vois des gens interroger l'origine du virus, il y a finalement l'épaisseur d'un papier de feuille à cigarette entre le basculement dans une théorie complotiste et cette remise en question. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une fausse remise en question. En réalité, il n'y a pas vraiment une question, il y a une rhétorique pour amener un discours complotiste sur le fait que on nous ment, on nous manipule, que ça soit sur le 11 septembre, sur le laboratoire P4. Mais Tristan Mendès-France, on fait quoi alors? C'est compliqué parce que par exemple, sur le 11 septembre, on prend pour argent comptant tout ce que disent les États-Unis. Sur tel événement, on prend pour argent comptant ce que dit tel gouvernement. C'est là où c'est difficile, non? Alors, il faut voir s'il y a des questions qui ont des agendas idéologiques derrière. Il faut essayer de les distinguer des questions parfaitement légitimes. Ce que dit le gouvernement américain sur le 11 septembre, il ne faut pas le prendre effectivement au pied de la lettre. Mais après, il y a l'amoncellement des preuves, le consensus qui se fait avec le croisement des informations qui peuvent être faites. Il y a le vraisemblable et l'invraisemblable. Le complotisme repose en général sur des explications invraisemblables. Alors après, la frontière est toujours un peu délicate à placer. Mais ce qui m'importe, moi, c'est surtout l'agenda idéologique qu'il y a derrière. En général, quand on pose des questions, c'est qu'on a un agenda caché derrière. Ouais, c'est autour de... C'était autour du virus, mais oui, effectivement, je pensais qu'il parlait de Gaza. Bon, c'est pas grave, mais en même temps, ce qui est quand même intéressant dans cette vidéo, c'est que est-ce que le questionnement, ça marche aussi pour la situation du Moyen-Orient? On peut poser la question à Tristan Mendès-France aussi, parce que visiblement... Vous aurez remarqué que le journaliste, soi-disant, il est de bonne foi, soi-disant, hein, parce qu'en fait, il sait très bien qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Bon. Et donc, il invite qui? Il invite deux fact-checkers. Bon. Il n'a pas invité Asselineau, Philippot, enfin, il n'a pas invité quelqu'un l'un en face de l'autre. Voilà. Normalement, dans une émission libre et égalitaire, il aurait invité un fact-checker et Étienne Chouard, par exemple. Enfin, histoire de créer un débat. Ouais. Mais là, il invite vraiment deux et il fait semblant de leur dire « Ah oui, et comment ?» Mais c'est pour induire les auditeurs. Ils ont l'impression, les téléspectateurs ont l'impression d'avoir assisté à un débat, mais finalement,
on leur a dit, bon, circulez, il n'y a rien à voir, attention, attention complotistes, voilà, en fait. Ouais, c'est la maîtrise du conditionnement et la maîtrise de l'information, hein. On peut le voir à travers ce qui se passe à Gaza. À chaque fois que qui que ce soit ose avancer des chiffres, tu as toujours une journaliste qui vient nous rappeler, oui, mais attention, il n'y a pas de chiffres officiels, ce sont les chiffres du Hamas. Oui, justement, c'est que on nous dit systématiquement que les chiffres du Hamas, on peut pas les croire. Les chiffres, par contre, qui sont fournis par Israël, alors ceux-là, faut les avaler sans douter de quoi que ce soit, hein. Évidemment que ça ne pourrait pas être du mensonge. Mais le fait qu'il puisse pas y avoir d'observateurs extérieurs sur place là-bas, ça, c'est quelque chose d'unique. Je veux dire, une fois encore, pour aucune autre guerre, on aurait toléré ça. On n'aurait pas toléré que Poutine interdise la venue de journalistes sur le théâtre du conflit en Ukraine. Par contre, pour Israël, oui, c'est acceptable. Personne ne voit ce qui se passe là-bas et puis on est obligé de prendre l'information qui nous est fournie par Israël comme vérité contente, quoi. Voilà, malheureusement, Israël. Oui, vas-y, Maxime. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il disait qu'il ne fallait pas prendre pour argent comptant tout ce que disait le gouvernement américain. Mais est-ce qu'on doit prendre pour argent comptant tout ce que dit le gouvernement israélien? On peut poser la question dans ce sens-là aussi. Ah oui, oui, il faut prendre pour argent comptant, tu n'as pas le droit de douter en fait. Ah, tu peux pas douter de l'honnêteté de cet État. Non, malheureusement, nous avons 60 ans de retard sur l'implication des Israéliens dans la même mise effectuée sur les médias, sur le gouvernement, sur tous les secteurs clés de la société française, américaine, britannique, etc. Donc, je pense que la dernière fois, on a parlé des Sayanim qui ont été créés en 1959. Donc, depuis 1959, le Mossad a installé en France, par exemple, comme ailleurs, des centaines et des centaines de journalistes ou de directeurs de publications, etc., qui ont mis en place le contrôle des médias. Ce qui donne le résultat aujourd'hui, il est logique. Quand on a formaté les esprits, est-ce qu'on a un équivalent d'Elisabeth Lévy dans les médias, par exemple? Pas du tout. Est-ce que de Ruth El-Krief? Non. De Patrick Cohen? Est-ce qu'on a un équivalent maghrébin, pro-arabe ou quelque chose comme ça? Non. Et donc, je peux citer 150 noms et ça sera toujours non. Donc, en fait, le problème, c'est que tout a été, quadrillé depuis 60 ans. Et donc, aujourd'hui, on a le résultat. Ça veut dire qu'on a formaté, il y a même des esprits français. J'ai entendu une chercheuse du CNRS qui n'est pas juive et qui reproduit le discours, mais on se demande, mais quel niveau d'intelligence elle peut avoir? Mais seulement, et je crois qu'elle était sincère, c'est-à-dire qu'en fait, elle a tellement été formatée par l'idéologie globale, sioniste, etc., qu'elle le répète. De toutes les façons, si elle avait pensé autrement, on ne lui aurait pas demandé son avis. Voilà, donc... Avant de passer l'extrait suivant, je voulais avoir votre avis à tous les deux sur ce qui s'est produit en Hollande. Jacob peut-être déjà en premier, puis après Maximus. Oui, d'abord, il y a eu des hooligans. Moi, j'ai publié 4 ou 5 vidéos sur mon compte Telegram EVK. C'était clair, même avant le match, il chantait des chansons contre les Arabes, il parlait même de filles qu'il voulait violer, de la mort, etc. C'était vraiment violent, même dans les termes. Et donc, ils étaient chauffés à blanc. Ils avaient attaqué un chauffeur de taxi, ils ont arraché des drapeaux palestiniens dans les maisons, etc. Et donc, ils ont plus ou moins semé une espèce de terreur, voilà, dans les rues. Mais malheureusement, ça a été occulté par les médias à juste titre. Vous avez vu la minute de silence pour l'Espagne qui a été bafouée aussi? Parce que l'Espagne a reconnu l'État de Palestine, donc c'était insupportable, etc. Et donc, et de l'autre côté, les médias israéliens ou judéo-sionistes ici répètent le mot pogrom, alors que le mot pogrom, enfin, il a quand même un sens historique
À la limite, on l'avait utilisé pour le 7 octobre et encore, bon, ça pouvait passer, encore que, mais quand même. Mais là, il n'y a même pas, enfin, il n'y a pas de blessés. Je veux dire, il y a une hystérie en Israël et dans la communauté juive autour de ce qui s'est passé à Amsterdam. Mais c'est voulu. D'ailleurs, j'ai même entendu dire qu'il y avait des agents du Mossad qui auraient fait de la provocation là-bas avant pour créer comment dire, cette flamme ou cette turbulence. Voilà. Ouais, ce climat de tension. Ouais, et pour en tirer profit. D'ailleurs, finalement, à 95%, les médias ou les politiques, etc., tout l'Occident, à 90-95%, a pris fait et cause pour Israël et minoré tout le reste. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu énormément de provocations sur place, hein, comme je vous l'ai montré pendant le journal août samedi. Et une fois encore, là, on a transformé le truc en pogrom et en exemple de la montée de l'antisémitisme, alors qu'il s'agit rien d'autre que deux groupes de supporters qui se sont affrontés. C'est quelque chose qui est régulier dans le football et qui arrive très régulièrement. Par rapport à ça, il y a le match France-Israël, c'est jeudi soir, je crois, et puis apparemment l'équipe de France, la sécurité serait, alors je vous en ai parlé tout à l'heure, qui c'est qui assure la sécurité? Déjà, c'est le RAID carrément qui assure la sécurité de l'équipe d'Israël. Donc là, c'est vraiment une hystérie complète, hein. Ils se sont entraînés dans un endroit tenu secret, comme si réellement, voilà, ils étaient en danger de mort et que si quiconque les voit, des hordes de sauvages vont se jeter sur eux pour essayer de les massacrer. Maximus, si tu veux commenter justement ce qui s'est passé en Hollande. On est toujours dans l'escalade, c'est-à-dire qu'on voit effectivement une montée en puissance de l'impunité et de l'esprit de domination coloniale du sionisme qui s'étend au-delà de Gaza et qui est jusque dans les dans les chancelleries des pays occidentaux. C'est-à-dire que aujourd'hui, il est absolument plus question, d'ailleurs même de contester quoi que ce soit de l'entité sioniste. C'est-à-dire que et le manque de respect, il est quand même flagrant parce que le Maccabi, c'est quand même des gens qui étaient quand même connus pour un petit peu mettre un peu le désordre et le bazar un peu partout, c'est-à-dire avoir des gestes violents, etc., tabasser un peu n'importe qui. Quiconque avait une tête, entre guillemets, d'arabe en prenait plein la tronche. J'imagine que pour les Noirs, ça devait pas être triste non plus. Donc en plus, c'est un groupe de supporters qui tient à des propos racistes. Tu me diras, Lou ou Jacob, que voilà, ça ne sera pas les seuls groupes à faire ce genre de choses dans les stades, mais quand même. Et là, ils ont fait des provocations en disant que justement, il y avait cette apologie du crime contre l'humanité. Hein, on est dans l'épuration ethnique pour Gaza. Hein. J'ai pas encore entendu l'expression. Je me rappelle que quand il y avait la guerre de Serbie, c'était matin, midi, soir, et le mot épuration ethnique. Alors ça n'arrêtait pas. Hein. Par contre, là, pour le coup, on est réellement sur une volonté génocidaire et de destruction totale du peuple. Là, par contre, la terminologie de épuration ethnique n'est absolument pas employée par les médias. Et d'ailleurs, je dirais même plus que ça va beaucoup plus loin parce que dans cette histoire d'actualité qui devient de plus en plus délirante et de plus en plus d'ailleurs contre-productive pour l'entité sioniste, parce que ce sont des images qui font le tour du monde. Alors on nous explique que le fléau, c'est l'antisémitisme, du moins quand on est du côté de l'entité sioniste. On dit l'antisémitisme par-ci, l'antisémitisme par-là, mais c'est-à-dire que en même temps, l'entité sioniste nourrit en fait ce qu'elle soi-disant, elle dénonce de ses voeux. C'est-à-dire que comment ne pas avoir une réflexion quand même assez critique, hostile et réprobatrice de ce que fait l'entité sioniste, sans qu'à un moment donné, on n'arrive pas à des formes extrêmes de ce rejet, parce que le monde entier voit les images. Enfin, je veux dire, sur les réseaux, ça tourne dans tous les sens, quoi. Donc, et ce qui explique aussi pourquoi une certaine jeunesse
manifeste et s'insurge contre tous ces actes de barbarie et de violence absolument insensés. Et que ça soit pour le Maccabi, qui d'ailleurs, ils ont pris une raclée parce qu'à un moment donné, voilà, il y a le retour du réel, hein, c'est-à-dire que quand on va provoquer les gens, il y a un moment donné, il y a des gens, ils répondent de façon musclée et virile, et c'est tout à fait ce qui s'est passé. Alors aujourd'hui, j'ai vu que les autorités des Pays-Bas recherchaient activement les auteurs de violences sur les supporters israéliens. Donc, ce qui montre bien, là encore une fois, les pressions qui ont dû se faire derrière, quoi, en coulisses, pour ne pas laisser la chose totalement impunie, quoi. C'est incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bloc euro-atlantiste est littéralement, en fait, sous domination sioniste. Voilà, c'est tout. Ouais, ça... Biologiquement parlant, politiquement parlant, mentalement parlant, voilà, il y a une espèce de crainte, de soumission craintive vis-à-vis de cet État voyou dont on connaît les pratiques, mais qu'on n'ose pas critiquer ou qu'on n'ose pas affronter. Voilà. Ah, on ne peut que voir l'indulgence, voire même la complaisance envers le comportement de ces supporters israéliens qui sont venus. Vraiment, ils sont arrivés en terrain conquis, quoi. Ils sont arrivés avec réellement aucun respect. Et puis, comme le dit Maximus, au bout d'un moment, ouais, la pression elle monte. Ils se sont pris une raclée, oui, mais aussi sur le terrain d'ailleurs. Je crois qu'ils se sont mangés 4-0, si je me trompe pas. Après, ouais, comme je vous l'ai déjà dit, le foot ne m'intéresse pas. Il y en a un autre, tiens, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, lui aussi, on est sur de la connerie légendaire. Vous savez de qui je parle? Je parle évidemment de Franck Tapiro. On va écouter ce qu'il a dit tout de suite. Cette citoyenneté qui nous amène justement au contraire à réunir tout le monde. Et quand on accueille un pays comme Israël qui est attaqué le 7 octobre, on en fait aujourd'hui un coupable d'agression, de génocide, alors qu'il n'y a pas de génocide à Gaza. Même si vous multipliez, mais malheureusement, une victime civile, c'est une victime de trop. C'est ce qu'on appelle les victimes collatérales, c'est les victimes de la guerre. Un génocide, il faut qu'il y ait une intention politique, déterminée de vouloir exterminer un peuple, une population, pour une ethnie, pour une religion, pour quelque raison que ce soit. Et malheureusement, dans notre histoire, on l'a vu trop souvent. Deuxièmement, il faut que, et c'est les chiffres qui le montrent, la statistique, il faut qu'au moins la moitié de cette population soit exterminée. On l'a vu avec les Juifs, on l'a vu avec les Arméniens, on l'a vu avec les Hutus, etc. Et ce n'est pas le cas, je suis désolé, concernant la Palestine. Ce sont on va dire des victimes collatérales. Il n'y a pas de génocide. Donc, Ah, c'est insupportable, hein, ce truc à chaque fois de nous parler de victimes collatérales, hein. Je rappelle, une fois encore, au niveau du concept, nous en France, on nous dit qu'on est un pays tellement humaniste, en fait, qu'on a retiré la peine de mort. Rien ne justifie en France que ou en République, on va dire plutôt, que pour quelque acte que ce soit, hein. Un mec peut tuer, violer 200 enfants, hein, et les tuer derrière, eh bien, il ne mérite pas de mourir. Mais par contre, on tolère que à l'étranger, eh bien, des gens méritent quelque part la peine de mort parce que ils se trouvaient à côté d'un terroriste au mauvais endroit, au mauvais moment. Oui, vous voulez réagir, Jacob? Oui, non, le sionisme est une machine de guerre. Voilà. Il faut saisir ça depuis le début, depuis leur installation. Ils ont agi en machine de guerre. Et vis-à-vis de l'Occident, bon, je ne vais pas revenir sur leur action et exaction avant 1948 et même après, mais vis-à-vis de l'Occident, ils sont comportés aussi comme des commandos pour harceler, dominer, traquer, ils n'ont jamais eu des relations paisibles avec. Il faut lire les histoires des services secrets, des Sayanim, etc., pour voir à quel point, par exemple, en 1969, ils avaient volé des vedettes de Cherbourg. Ils ont fait des trucs aux États-Unis, etc., mais ils ont toujours cette mentalité de commando contre le reste du monde. Voilà. C'est ça. C'est pas un pays qui s'est établi pour se dire
bon, on a un bout de terre, soi-disant, enfin, selon leur propagande, et on va vivre tranquillement, on va se développer. C'est pas du tout. C'est en fait, c'est une machine de guerre. Voilà. Et ils n'ont jamais cessé de l'être. Et quand il y a, vous savez, il y a souvent, par exemple, quand on connaît l'histoire du Hamas, il y avait il y avait un type qui s'appelait, on appelait l'ingénieur. Voilà. L'ingénieur qui était capable de fabriquer des bombes que l'on transportait, etc. Je crois qu'il avait un nom particulier, mais je me souviens plus, ou en tout cas on l'appelait l'ingénieur. Et il y avait une très longue période de trêve entre Israël et le Hamas. Voilà. Et il se passait rien du tout, c'était dans le début des années 2000, ou 2004, 2005, enfin, dans ces jours-là. Et tout à coup, sans rien, enfin, je veux dire, vous savez, c'est comme on dit, un orage dans un ciel bleu, dans un ciel serein, les Israéliens assassinent cet ingénieur qui était retiré des affaires. Voilà. C'est juste que quand c'est trop calme, les Israéliens assassinent une personnalité palestinienne ici ou là, etc., pour semer la zizanie, pour recréer la tension, parce que c'est un pays qui doit vivre, c'est une société qui doit vivre constamment sous tension. Voilà. Et les Israéliens, on les a habitués à vivre comme ça. Et les gens ont fini par admettre que, eh ben, quand on vit en Israël, on vit comme ça. C'est ça, l'État profond sioniste a réussi à formater sa propre société, à la convaincre qu'il lui est impossible de vivre en paix. Voilà. Et donc, les gens, eh ben, à moins de partir à l'étranger, ils se soumettent à cet état de fait et ils sont tout le temps dans cet état de tension. Mais ça, c'était, comment dire, ça fait partie de l'idéologie dès l'origine. C'est fou justement que les gens ne s'en rendent pas compte de ça parce que vous disiez le Mossad contre le reste du monde, mais quel allié objectif Israël n'a-t-il jamais trahi? Je veux dire, c'est Charles Pasqua qui nous avait révélé justement toutes les trahisons qu'il y avait pu y avoir d'Israël envers la France et surtout les méthodes utilisées par le Mossad qui sont totalement immorales. Israël a déjà trahi les Américains, ne serait-ce qu'à travers l'incident de l'USS Liberty où ils ont essayé de faire couler un navire américain pour imputer ça à l'Iran. Malheureusement, heureusement plutôt, cette opération a échoué. Et bah justement, on entendait tout à l'heure Tristan qui disait, enfin Tristan, le journaliste qui parlait à Tristan Mendès France, qui disait oui, mais ça veut dire que même pour la version du 11 septembre, alors on est obligé de gober la version américaine. Et là, je dirais aux gens de s'intéresser à ce qui s'appelle l'opération Northwood. Et quand vous lisez l'opération Northwood, qui n'a pas eu lieu, hein, parce qu'elle n'a pas été validée par Kennedy, eh bien, on peut retrouver beaucoup d'éléments qui se sont passés le 11 septembre. Et tout ça, ça a été, voilà, c'était une opération sous faux drapeau qui a été imputée à Ben Laden, ce qui a permis ensuite d'envahir l'Afghanistan et l'Irak. Oui. On oublie, il faut se rappeler, Epstein est un agent du Mossad. Il est protégé du Mossad. Imaginez tout ce qu'il a ramassé. Il y a quelqu'un, je crois que c'était, comment il s'appelle, cet économiste, bon, enfin, des fois j'ai du mal, enfin, j'ai des trous pour les noms propres, celui qui fait le quotidien, enfin bon, habillé en pape avec son cardinal. Ouais, je l'ai, mais pareil, trou de mémoire, là, je l'ai sur le bout de la Maxime. Pierre Jovanovic. Ouais, voilà, c'est ça, j'ai sa carte en plus. Ouais. Et ben, du coup, non, parce que je sais pas, j'allais. Oui. Sur les trahisons. Ouais, il a fait une vidéo, enfin, il a fait probablement peut-être même quelques-unes. Et dans une de ses vidéos, il disait comment un type comme ça a pu échapper. Et il citait il touchait par exemple des 20 millions de dollars comme ça, 50 millions pour des trucs. Enfin, soi-disant, il a rendu service, ou bien il y avait une enquête et il est passé à travers tous les trucs. Comment un type comme ça qui n'est rien officiellement, il n'était rien. Eh ben, c'est qu'il avait des protections très très haut placées. Et donc, ce type-là, on oublie que, imaginez ce que le Mossad
a dans ses coffres comme vidéo, il peut faire sauter l'establishment occidental. Il ne faut pas oublier qu'il y avait des princes, il y avait des hommes d'affaires, enfin des juges et tout, et il a de quoi faire sauter l'establishment occidental. Et donc, à mon avis, ça, on oublie, enfin, on n'y pense pas souvent, mais je suis sûr que même en dehors de l'affaire Epstein, le Mossad doit pratiquer ce genre d'opération secrète, enfin je veux dire de mise en danger de quelqu'un et puis après le faire chanter. Voilà. Et je suis sûr qu'il doit faire chanter énormément de monde dans l'Occident. Alors, regardez une des vidéos que m'a envoyé Maximus, c'est celle-ci. And this is one of the controversial topics for today, but I think that wherever the opposition goes against a regime which is violating humanitarian and international law, we need to support it. And for that reason, I also congratulate all those voices within Israel claiming for peace and asking Netanyahu to stand back. I think this is the only way forward. We were proud to stand in the company of Norway, Ireland, and Spain, sending the message to the whole world, not just to the Palestinian people, that we understand what is our moral obligation. It's not just lawful obligation because of international law, it's a moral one. It was a small sliver of hope, but every hope that we can send to Palestine is better than doing nothing. Now what we witness, we don't really believe what Netanyahu is doing is really wanting to liberate the hostages. The latest developments show that it's all about him staying in power and has nothing to do with the hostage release. Alors lui, c'est le Premier ministre slovaque. Qu'est-ce qu'on vient de regarder, Maximus? Là, on vient de regarder une vidéo, effectivement, je crois que c'est ça, c'est le Premier ministre slovaque. Je regarde un petit peu pour pas me mélanger ça, le Premier ministre slovaque. Et ben voilà, donc effectivement, il doit probablement y avoir, je pense, peut-être beaucoup de gens qui doivent raisonner comme Jacob Cohen et qui sont tout à fait ralliés à ce que nous disons, et parce qu'on déplore évidemment la violence, les débordements de violence, mais il semblerait que l'État sioniste ne connaisse que la violence, justement, et je suis pas sûr que ça fasse l'affaire même du citoyen lambda israélien, quoi. Alors, je ne sais pas. Alors, effectivement, si le citoyen lambda israélien est un réserviste de l'armée, là, effectivement, là, ça peut changer la donne. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les citoyens israéliens sont vraiment d'accord avec ce qui se passe, quoi? C'est-à-dire cette extermination-là qui se fait sous nos yeux? En fait, le citoyen israélien, même quand il ne fait pas l'armée, par exemple, mettons, je prends quelqu'un, une femme de ma famille qui a 60 ans, 70 ans. Alors bon. Et là, elle a subi la propagande du gouvernement israélien depuis son enfance. Donc, elle a intégré l'idée, on lui a dit que les Arabes, ils veulent tuer les Juifs. Voilà, ça veut dire qu'ils veulent détruire Israël, on ne peut pas faire la paix avec eux. Et ils en sont convaincus. C'est très difficile de leur faire admettre ou de discuter avec eux éventuellement du contraire. Donc, ils ont intégré l'idée et donc, ils sont à 90%, vraiment, les Israéliens juifs. Et puis après, chaque jour, moi, je suis l'actualité israélienne. Par exemple, quand on dit ils bombardent une école, qu'est-ce qu'ils font les médias israéliens? Ils disent « Ah, on a trouvé des armes à l'intérieur d'une école. On a trouvé des armes à l'intérieur d'un hôpital, etc. » Donc, ce qui fait que le citoyen israélien, quasiment 90% des citoyens israéliens juifs, parce qu'il y a les autres, sont d'accord avec ce qui se passe. C'est-à-dire, ils regrettent la guerre, mais ils sont d'accord avec ce qui se passe. Voilà. Parce qu'ils sont convaincus, d'abord, on ne leur dit pas la vérité. Quand on leur dit on bombarde, eh ben, y a toujours des trucs cachés, etc. Mais on leur a appris tellement à mépriser, à haïr, à détester les Arabes que et en plus avec la mentalité, comment dire, le particularisme juif par rapport aux autres nations auxquelles il ne faut pas se mélanger, etc., qui est enraciné et qui représente presque un inconscient collectif. Eh ben, vous mettez tout ça ensemble
et ça leur, ils applaudissent presque. Vous savez, vous connaissez cette scène fameuse où il n'y avait pas cette fois-ci, mais avant, quand il y avait des guerres avec le Gaza, parce que là maintenant c'était dangereux, mais les citoyens, ils allaient jusqu'au bord de la bande de Gaza, ils mettaient des chaises pliantes et ils assistaient au bombardement de Gaza. Donc en fait, c'est vraiment un peuple de tarés. Vous savez, il y a Salim Laibi qui dit c'est des psychopathes. Enfin voilà. Et c'est vrai, c'est des malades mentaux. Enfin, je veux dire, je ne sais pas comment ils pourraient guérir. Ils ont été formatés comment dire, de telle sorte que ce n'est plus un peuple normal, voilà, qui peut arriver à avoir des rapports normaux avec les voisins, etc. Même entre eux. Une des raisons pour lesquelles Israël ne peut pas faire la paix, c'est que s'il fait la paix, il y a la guerre civile entre les Israéliens. On ne peut pas s'imaginer le degré de haine qu'il y a entre les Ashkénazes et les Séfarades, les religieux, les laïcs, les Noirs et les Blancs, etc., les banlieusards et les gens de Tel Aviv. C'est une poudrière, ce pays. Tiens, je sais pas si vous l'avez vu, je vais vous montrer une vidéo justement qui confirme un peu ce que vous êtes en train de dire. Je l'avais déjà diffusée dans un journal, mais peut-être que vous la connaissez, regardez. If you gave me a button to just erase Gaza, every single living being in Gaza would no longer be living tomorrow, I would press it in a second. That's just, I think most Israelis if that's agree. The choice, yeah. Yeah. Mm-hmm. No, even if it's not like right now. Yeah, no. I would press it right now. Mm-hmm. Yeah, the same with the territories. Give me that button and press it right now. There you go. And I think most Israelis would. Yeah. Most Jewish Israelis. They wouldn't talk about it like I am. Mm-hmm. They wouldn't say I pressed it, but they would press it, right? Like if they were in a closet alone, they wouldn't even hesitate. Mm-hmm. Someone came to them and Hadar said, no one will know. You press this, all the Palestinians are gone. You'd be like, fucking hey, is there another one? Alors, ça confirme ce que vous disiez. Vous pensez vraiment ça que la majorité, en tout cas une grande partie des Israéliens le ferait? Ah oui, je les connais intimement. Enfin, je veux dire, c'est même des membres de ma famille. Enfin, je les connais intimement. Malheureusement, c'est un peuple de tarés. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on leur a fait, mais on les a. Ils grandissent. À la limite. Bon, il y avait le ghetto avant, d'où les Juifs voulaient sortir, voulaient s'émanciper, voulaient partir, s'aérer, voilà, reconnaître l'extérieur. Et là, maintenant, ils sont enfermés dans un ghetto, mais alors beaucoup plus fort, beaucoup plus violent. Et malheureusement, vous savez, quand les dirigeants politiques avaient dit au début de la guerre, ce sont des animaux, etc., les gens qui ne connaissent pas, les non-sachants, ils se disaient, oh, comment? Mais je vais vous donner un exemple. Il y a un chef spirituel, ce n'est même pas un rabbin, c'est plus qu'un rabbin. Le chef spirituel le grand rabbin séfarade, donc une autorité spirituelle incontestée, qui s'appelle Ovadia Yosef. Vous tapez sur Google Ovadia Yosef, propos sur les Arabes. Enfin, c'est quand même l'autorité. Enfin, je ne sais pas si imaginez le pape venir il faisait des discours, pas des discours, faisait des cours de religion en circuit télévisé fermé. Donc, ça passait en Israël et dans divers pays. Ce qu'il disait des Arabes, c'est juste, enfin, je veux dire, on se dit, c'est pas possible. Il dit les Arabes sont des cafards, sont des serpents venimeux, enfin, c'est juste hallucinant qu'une autorité spirituelle, tous les samedis soirs, il faisait son speech en circuit fermé, mais il diffusait à travers le monde pour les fidèles, etc. Et quand il arrivait aux Arabes, c'était le même discours. Alors, imaginez si l'autorité spirituelle disait, enfin, et avait coutume de dire ce genre de choses, imaginez ce que ça peut être au niveau, enfin,
au niveau du peuple. Vous savez, moi j'ai quelqu'un, je ne sais pas si je l'ai raconté cette anecdote, moi quelqu'un de très proche, j'ai presque honte de le dire, mais qui m'a dit un jour, à l'époque où il y avait des attentats, mais vraiment une personne qui ne ferait pas de mal à une mouche. Voilà, je vais vous dire la mentalité israélienne. Et ne ferait pas de mal à une mouche. Et il y a eu un attentat, il y a un Israélien qui a été tué. Et cette personne m'a dit, moi j'ai la solution. Quand on tue un juif, on détruit une ville de 10 000 habitants. Mais elle le disait avec une telle... Enfin, je veux dire, pour elle, ça paraissait normal. Et c'est ça le drame. On a construit un peuple de tarés, de psychopathes. C'est pas et je ne sais pas, et ils s'enfoncent de plus en plus. C'est-à-dire qu'en fait, le drame du sionisme, c'est que le sionisme au départ. Vous savez, moi, j'étais dans un mouvement sioniste quand j'étais adolescent au Maroc. Et je suis bien tombé parce que j'étais tombé sur un mouvement sioniste marxiste. Donc j'ai appris l'international en hébreu, etc. Enfin voilà, la lutte des classes, le matérialisme, etc. Mais c'était des gens, en dehors de leur côté, militaire contre les Arabes, c'était une société vachement ouverte, libérale, intellectuelle, sympathique. Vous savez que dans les années 70, il y a beaucoup qui sont pas nés, qui n'étaient pas nés. Dans les années 70, renseignez-vous un peu, lisez le livre de Marion Sigaud. Il y avait des dizaines de milliers d'Européens qui avaient entre 20 et 30 ans, qui allaient passer 1 mois, 6 mois, 1 an dans les kibbutzim pour s'imprégner de la spiritualité du sionisme. C'est dire à quel point l'arnaque. Mais il y avait quelque chose de vrai quand même. C'est-à-dire, il y avait une espèce de détente. Enfin, moi, j'ai visité Israël depuis les années 60. Il y avait une espèce de détente, de laisser aller, etc. Mais il n'y avait pas de religieux, il n'y avait pas de nationalistes, il n'y avait pas de colons. Mais aujourd'hui, 30% ou 40% sont des colons, sont des extrémistes, des messianistes, etc. Et les meilleurs s'en vont. Il y a une fuite de cerveau. Et donc, c'est une société qui, au lieu d'évoluer vers l'ouverture, elle est en train de s'enfermer. Et je vois pas d'issue, moi, d'issue, disons, pacifique, c'est-à-dire sans une explosion terrible. Moi, je ne sais pas comment ça peut finir. Je crois que on est beaucoup à voir l'issue de cette façon-là. Ouais. Notez la petite pointe d'humour sadique quand même à la fin de la vidéo que j'avais passée où le mec demande s'il n'y a pas un deuxième bouton, histoire de dire que c'est par plaisir qu'il l'a fait et absolument pas par regret. Et puis sur le truc que cette femme vous avait dit, son commentaire sur pour un juif tué, rasons une ville de 10 000 habitants, je crois qu'au niveau des proportions, on n'en est pas très loin. Hein. Par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre et le nombre de morts qu'il y a eu derrière, je crois vraiment qu'on n'est pas loin de ça. J'ai posté une vidéo aujourd'hui sur mon compte Telegram où il y avait vous savez, il y a une soirée là sur, je sais pas, un truc où devait venir, à laquelle devait assister un ministre d'extrême droite, mais finalement n'est pas venu. Mais il a dit, voilà, texto, il a dit, il y a une petite fille juive d'Ashkelon qui a versé une larme. Pour cette larme, on doit verser des torrents de sang des Gazaouis pendant une semaine. Il y a une maison qui a été détruite, je ne sais pas où, il faut transformer Gaza en site archéologique. C'est ça leur sens. Enfin, je ne sais pas. Ils sortent de l'humanité telle qu'on la connaît. Enfin, je veux dire, des principes humains, je sais pas, habituel, traditionnel, le sens des proportions. Je crois que même entre les Français et les Allemands, au pire de leurs confrontations militaires, ils n'étaient pas arrivés à ce genre d'excès. Enfin voilà, c'est. On va regarder une des vidéos que Maximus m'a envoyée. Juste après, je donnais la parole à Maximus pour qu'il réagisse. D'Israël tombe, le conflit sera encore plus difficile. Et la vérité est tout simplement qu'en ce qui me concerne, et vous m'excuserez d'être politiquement totalement incorrect, pour la larme
versé par une petite fille juive à Ashkelon, je suis prêt à ce que Gaza pleure des larmes de sang, mais pendant toute la semaine. Ici, pour une maison détruite à Ashkelon ou à Sderot, je suis persuadé que la totalité de la bande de Gaza peut devenir un site archéologique. Et si nous ne répondons pas comme il se doit, alors c'est notre force de dissuasion qui risque de tomber. Et ça, c'est grave. Et je crois que c'est le rôle d'Israel's Forever, et en particulier de ce judaïsme de France, qui est un judaïsme fier, qui est un judaïsme qui aime Israël, un judaïsme qui sait ce qu'on doit faire et qui a décidé de venir en Israël, pas comme des réfugiés, mais volontairement, bénévolement. C'est à ce judaïsme-là qu'il importe aujourd'hui de pouvoir... Je savais même pas que c'était cet extrait-là qui devait passer juste derrière, mais c'est vrai qu'au niveau de l'enchaînement, c'était parfait. Ouais, on est vraiment dans cet état d'esprit. Tu me marches sur le pied et je bute toute ta famille et le chat y compris derrière par vengeance. Maximus, ouais, si tu voulais réagir à tout ça. Bon, je trouve ça choquant parce que moi j'ai été évidemment condamné par la 17e chambre correctionnelle pour des propos bien moins graves que ça. Et donc on voit bien que même la justice elle est complètement mais à rebours quand on voit les déclarations des Sarah Salman ou des Nili Kupfer Naouri et de ce monsieur entre autres, mais on se dit enfin, je veux dire, voilà, ça, pour moi, c'est des propos qui tombent sous le coup de la loi. C'est-à-dire que, techniquement parlant, ce type, pour moi, je suis désolé, c'est apologie du génocide, quoi. Du terrorisme, même. L'idée, c'est de semer la terreur, tu vois. Donc, entre autres, mais en même temps, même nous, quand on essaie de faire de la comment dire, mince. Des rétrospectives historiques, on va dire, pour dire oui, mais le Hamas, c'est pas forcément un mouvement terroriste ou que terroriste. Il y a plusieurs, de toute façon, il y a plusieurs branches dans le Hamas. Il y a aussi des branches politiques, il y a des branches armées, il y a des comment dire, des micro-cellules très individualistes, etc. On se fait taper dessus, on se fait traiter on dit qu'on fait l'apologie du terrorisme et qu'on est en soutien du Hamas, alors qu'en réalité, les choses, elles sont beaucoup plus complexes que ça. Et derrière, il y a véritablement une politique d'oppression derrière. C'est-à-dire que le droit international autorise évidemment celui qui est sous la botte de l'oppresseur à se libérer. C'est le droit international. Donc, on ne peut pas franchement dire que pour l'instant, l'État israélien se comporte comme un allié, enfin comme un partenaire dans la région, quoi. Je veux dire que on voit bien que cette entité ne cherche ni la paix, ni à trouver des comment dire, des pierres, des points, comment dire, des passerelles pour pouvoir s'entendre. Et c'est absolument pas ça. On est dans la vengeance pure et dure. Là, clairement, hein, là, enfin, quand moi j'entends ce monsieur parler, c'est la vengeance, multipliée par 10 000, quoi. C'est grave, hein, c'est très très grave. Moi, je suis désolé, là, on est dans le pathologique, hein, quand on entend ça. On va se regarder un dernier extrait et puis après on va pas tarder à se quitter puisque à la base Jacob m'avait dit qu'il pouvait que 1 heure ce soir. Moi aussi ça m'arrangeait que ça dure pas trop longtemps. Donc on se regarde un dernier extrait. C'est un extrait que j'ai déjà passé dans le dernier journal où je sais pas si tu l'as vu d'ailleurs Maximus, cet extrait, mais il s'agit encore de Franck Tapiro. Quelques instants, quelque chose qui me chiffonne, vous savez, puisqu'on en parle souvent dans le classico du lundi, sur Radio J, comme je suis fan de la première heure, même avant qu'il devienne une grande star, de Mbappé. Mais j'ai appris qu'Mbappé ne serait pas dans la prochaine liste. Absolument. C'est curieux, il y a 2 matchs qu'il va rater cette année, même depuis des années en équipe de France, c'est 2 matchs contre Israël. Alors, vous savez, les Juifs sont pas parano, parce qu'en 3500 ans, si on était parano, ça se saurait. Mais je me dis quand même, le premier match, déjà, c'était compliqué. Surtout, on sait ce qui lui est arrivé ce soir-là en Suède. Et là, il y a un deuxième match. Ça va être quoi, là, cette fois-ci? La piscine. C'est un choix politique de la part de Mbappé? On va dire, je prends des mesures parce que j'adore ce joueur. J'espère pour lui que ce sera pas un faux prétexte comme pour la Suède. J'espère pour lui que ce n'est pas un prétexte politique. Sinon, je peux vous dire que là, voilà ce que dit Deschamps. Hein. Il va falloir qu'il nous rende compte. C'est mieux comme ça, commente le sélectionneur, précisant qu'Mbappé voulait venir.
Mais écoutez, encore une fois, il y a quelque chose de très louche dans cette histoire. Rappelez-vous déjà la gêne de la Fédé et la gêne de Deschamps pour le premier match. Si le deuxième match contre Israël, il ne vient pas pour une gêne encore plus louche et que le match d'après, il est là, moi je pose la question, comme je l'ai posé au président de la République, on arrive presque à 29 000, 30 000 signatures. Expliquez-nous, monsieur le président. Moi, je veux dire, expliquez-nous, monsieur Mbappé. Expliquez-nous, monsieur Deschamps. Comment c'est possible que le meilleur joueur du monde, qui a besoin de se redorer la pilule après une saison catastrophique, un départ catastrophique, mais comme il est parti, c'est plus la même chose au Real de Madrid, où il est l'ombre de lui-même. Donc et il on peut l'a se vu refaire, mardi contre le bien Milan. sûr, il peut se refaire la cerise, comme on dit en équipe de France, s'il vient pas. Donc si la fois d'après, il a plus piscine, s'il a plus kiné, ça, il faudra qu'il nous explique pourquoi Israël le dérange. Et si c'est ça, c'est encore une pierre de plus dans le jardin du football, qui décidément est voué à dégoûter tout le monde. Vous vous rendez compte que ce qui se passe hier au PSG, ce matin à l'UEFA et aujourd'hui en équipe de France, bah c'est comme si on va dire que le foot a choisi son camp. Il faut le dire. Le foot a choisi son camp, ce qui n'est pas celui de la paix. Le foot a choisi le camp du Hamas, du Qatar, de l'islamisme radical. Si c'est ça, ce sera sans moi. Merci beaucoup Franck Tapiro d'avoir été avec nous. On peut vous retrouver notamment sur notre chaîne YouTube. C'est à peine déguisé les menaces. Hein. J'espère pour lui. Voilà, c'est chaud la carrière d'Mbappé là. Je sais pas ce que t'en penses, Maximus. Bah, moi, ça me fait penser que je pense aussi à ces histoires avec l'abbé Pierre, parce que quand même, il faut quand même être culotté pour aller ouvrir la sépulture de l'abbé Pierre, sortir son cadavre et puis le jeter en pâture aujourd'hui en place publique en disant qu'il a été un odieux violeur et que bizarrement, on a comme ça des femmes qui sortent et qui voilà, accuserait l'abbé Pierre enfin, d'être des victimes de l'abbé Pierre, ce qui est quand même incroyable quand on connaît le passé de l'abbé Pierre et ses amitiés avec Garaudy. On se dit qu'on a affaire à des gens qui veulent même écraser les symboles, quoi. C'est-à-dire, j'ai même appris qu'il y avait un centre. La fondation Abbé Pierre allait être débaptisée pour s'appeler la fondation Martin Hirsch. On en est jusque-là, quoi. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans la vengeance, mais alors la plus absolue, quoi. C'est-à-dire que d'ailleurs, moi, je ne crois pas du tout, évidemment, à toutes ces accusations de viol qui arrivent à point nommé. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi, d'ailleurs, Mbappé, avec le statut qu'il a, avec la renommée qu'il a, l'argent qu'il a, il aurait besoin, entre guillemets, de violer qui que ce soit pour assouvir des instincts sexuels. Donc, ça ne tient même pas la route, c'est complètement... en fait, ils font du hors-piste en permanence et ça les discrédite, quoi. Bah, toutes ces histoires-là, pour moi, ça les discrédite quand on entend Tapiro qui s'exprime comme le juge Dredd, quoi. C'est le juge Dredd, mais de Jérusalem, qui dit il a intérêt, en fait, à être présent la prochaine fois qu'Israël va jouer. Ben non, il a le droit d'avoir des convictions et si Mbappé il est mal à l'aise sur la question du conflit de l'oppression israélienne, eh bien, c'est ses convictions. Je veux dire, il n'a pas appelé au crime, il pousse pas au meurtre. Enfin, je veux dire, il faut arrêter, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Enfin, ça me fait penser à... Peut-être il est juste vraiment malade, tu vois, je veux dire, ça se trouve il a mal au genou ou un truc, peut-être c'est juste Non, un mais hasard, tu vois. après, j'aurais appris qu'il serait pas forcément à l'aise avec cette question, justement, et qu'il semblerait que il n'ait pas forcément envie de défendre des génocidaires. Il semblerait. Donc, bon, je pense que dans sa position, je peux comprendre, mais ça me rappelle l'entretien d'El Kabash avec Mitterrand, quand il lui disait oui, mais il faut que les Français demandent pardon. Ben, Mitterrand avait dit bah non, ils auront pas, il y aura pas d'excuses. Voilà, les Français feront pas d'excuses. Et il avait dit c'est l'entretien de la haine, quoi. On va s'excuser pendant 1000 ans. Mais on en est là, en fait. On en est vraiment là, en fait. Hein. Allez, je vous rappelle le dernier ouvrage donc de Jacob Cohen qui vient de sortir, qui se trouve sur Amazon pour l'instant. Donc ça s'appelle La 26e tribu. Donc vous pouvez d'ores et déjà le commander pour ceux que ça intéresse. On va se quitter là pour ce soir. Je vous remercie Jacob. Je pense que vous vouliez peut-être réagir justement à ce que venait de dire Maximus avant de partir. Non, je voulais juste dire un mot. L'arrogance, c'est fabuleux. Voilà, c'est extraordinaire. La chutzpah,
Et Maximus, vas-y, je t'en prie. J'aimerais bien savoir justement comment il perçoit cette histoire avec l'abbé Pierre. Est-ce qu'il a une idée? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il peut, est-ce qu'il a une réflexion sur effectivement? On n'en a pas parlé. Bon, en tout cas, moi, j'ai fait une vidéo. J'ai parlé dans une vidéo. Et pour moi, c'est une manipulation énorme. C'est-à-dire que, en fait, on a voulu, comme on voulait ressortir la défense de l'abbé Pierre pour le peuple palestinien, etc., on lui a sorti cette histoire. Moi, j'ai regardé, vous savez, il y a comment il s'appelle, Régis de Castelnau, qui est quand même un avocat hors pair, voilà, qui a fait une carrière d'avocat, il est à la retraite. Il a fait une vidéo et il a dit que tout ce qu'on reproche à l'abbé Pierre, pénalement, ne vaut rien. Voilà. C'est-à-dire que c'est une conduite incorrecte, maladroite, voilà, bon, embrasser une femme sans son consentement, bon, je veux dire, c'est pas ça. Mais pénalement, jamais il devrait être poursuivi pour quoi que ce soit. Voilà. Et donc, en fait, on lui a monté, il n'y a jamais eu de viol proprement dit, donc on lui a monté toute cette affaire pour effacer, vous savez, regardez comment est-ce que vous connaissez le violoniste Yehudi Menuhin? Il a été cancel. Eh bien, Yehudi Menuhin était dans les années 60, on ne jurait que pas à lui. Eh bien, ces juifs, les plus grands violonistes de l'époque, ben, ce juif n'était pas pro-israélien, ou je ne sais pas, il a eu bisbille avec Israël. Eh bien, ils l'ont quasiment, enfin, je sais pas, moi j'écoute beaucoup de musique classique dans les radios, etc. Ben, on tombe jamais sur lui. Voilà. Donc, en fait, ils ont effacé Roger Garaudy. Ils ont effacé Stéphane Blé. Ils ont tenté d'effacer Dieudonné. Donc, en fait, quand quelqu'un ne leur plaît pas, ils veulent le détruire, l'effacer, le gommer, voilà, des mémoires. Et c'est ce qui va arriver, malheureusement, avec l'abbé Pierre. C'est vrai qu'ils vont tout changer. Ils vont enlever son nom de toutes les fondations, etc. La revanche du sionisme contre celui qui a osé les critiquer. C'est terrible. Voilà. Et même ça porte un nom, ça. Ça porte un nom. Ils appellent ça la cancel culture, et c'est d'effacer tout ce qui déplairait à l'histoire officielle, idéologiquement. C'est même une vengeance post-mortem. C'est terrible. J'en avais fait la même analyse. Hein. Pour moi, c'était pour ses proximités avec Garaudy qu'il subit aujourd'hui, longtemps après sa mort, ce qu'il est en train de subir. Je vous remercie tous les deux. Oui, puis en même temps, enfin, je dirais que vaut la parole des accusateurs aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut quand même se rappeler que l'abbé Pierre, il est mort en 2007. Je crois que c'est janvier 2007. Donc on est quand même en 2014, on est au mois de novembre 2014. Qu'est-ce que vaut la parole des accusateurs et des accusatrices, quoi? Non, la plus grande accusatrice, elle est passée sur Mediapart. Voilà. Et ils ont brodé. Et cette accusatrice, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, il a tenté de m'embrasser et j'étais comme ça. Ok, d'accord, c'est pas bien. Enfin, d'accord. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que c'était connu que dans les années 50, moi j'ai vu des extraits des journaux de l'époque, mais il était en tournée aux États-Unis et on lui a écourté le voyage parce que, bon, il était dans une société puritaine. C'est le problème avec, une fois dans une interview avec, je crois que c'est Carl Zéro ou un autre, je l'ai entendu récemment, l'abbé Pierre a dit oui, la chair est faible, j'allais quelquefois, enfin en termes déguisés, il a dit une prostituée, voilà. Mais après, j'ai prié, etc. Bon. Mais il n'a jamais, c'est-à-dire le comportement qu'il a eu aux États-Unis, c'est le comportement que j'ai décrit tout à l'heure. C'est-à-dire toucher une femme, tenter de l'embrasser contre son gré, etc. Bon, il y a des gens comme ça qui sont un petit peu
vous savez, dans les années 50, c'était très puritain. Enfin, moi, j'ai vécu cette période. Et donc, on savait pas parler aux femmes, on n'avait pas l'habitude d'être avec des femmes, etc. Donc, on avait tendance parfois à avoir la main leste un petit peu, etc. Bon, lui, il l'avait, c'est vrai. Voilà. Mais ce n'était pas un violeur. Voilà. Donc, enfin, on a monté, on l'a transformé en monstre sexuel alors qu'il ne l'était pas. Voilà. Ouais, bah alors après, ça, je sais pas si c'était de notoriété publique. En tout cas, vous avez l'air de dire que oui, Jacob, mais je veux dire, ça démontre pas que le témoignage de cette femme est vrai. Peut-être que le témoignage de cette femme, justement, se base sur ce qui est on va dire, entre guillemets, notoriété publique. Ok, bah, si vous voulez, on peut continuer, moi, hein. Après, c'est comme vous voulez, sinon on se laisse là. Je suis un petit peu. Je commence. Moi, j'ai un problème avec la voix. Quand je parle beaucoup, après, j'ai du mal à récupérer pour la voix. Voilà. Ça marche. Bon, bah, je vous remercie. Je vous remercie tous les deux. Vous pouvez continuer si vous voulez, mais. Ah, moi, j'ai les crocs là. Je vais aller manger mon steak. J'ai un steak qui m'attend. Je vais aller manger mon steak. On va clôturer là-dessus, mais moi, je pense qu'effectivement, c'est très inquiétant ce qui se passe parce que les positions sionistes sont toujours de plus en plus outrancières. Ils appellent de plus en plus en fait à l'extermination de ceux qui leur résistent. En fait, ça n'inclut pas forcément que les Gazaouis. Je crois que c'est général. Et tout le monde voit leur cruauté et leur folie en fait. Et à un moment donné, ça aura des répercussions très très contre-productives contre eux. Voilà. Je pense que c'est comme ça et ça va très mal se finir, hélas. Moi, je dirais même, bon, pour conclure, je dirais même que le sionisme, c'est une autre catastrophe qui est arrivée au peuple juif, voilà, qui n'avait pas besoin de ça. Il a eu suffisamment de catastrophes et il faut qu'il ajoute le sionisme parce que il va payer un lourd tribut avec cette aventure, voilà, dans laquelle il a été entraîné malgré lui. Les Juifs marocains ont été entraînés malgré eux dans cette aventure. Les Juifs tunisiens, algériens, les Juifs français. Enfin, je peux en parler, mais pas ce soir. Ils ont été entraînés malgré eux dans cette aventure, malheureusement. Voilà. Dans cette mésaventure. Mésaventure, voilà. Bon, bah, je vous remercie tous les deux, encore une fois. Nous, on va se retrouver, ce sera jeudi soir, 21h pour la Libre Antenne. Alors, je crois que c'est jeudi soir, hein, le match France-Israël. Bon, ce ne sera pas le thème de la Libre Antenne, mais on gardera quand même un œil en direct, en parallèle, sur ce qui se passe. Allez, bah, je vous remercie tous les deux. Merci. Pour clôturer, concernant le match France-Israël, il y a juste un quart des billets qui a été vendu. Hein, donc, je crois que c'est un match qui est beaucoup boycotté aussi. Ça n'intéresse personne. Ok, allez, bonsoir Lou, bonsoir Maximus. C'était un plaisir. Ciao. Merci Jacob. Merci Lou. Bonsoir le chat. Désolé, j'ai pas pu interagir avec vous ce soir, mais j'ai lu beaucoup de vos messages. Francis Chéchin, merci pour tes messages et d'autres. J'essaierai de le relire peut-être après. Que Dieu nous garde et le combat continue, bien sûr, pour la vérité, la justice et la paix. Alors moi, j'en profite rapidement pour remercier Alexandrine, Renaud, Thierry, Steph, Doom et Sacha. Voilà, et une fois encore, je donne rendez-vous jeudi soir, 21h, pour la Libre Antenne. Et on se quitte là-dessus. Bonne soirée à tous les deux. Je remercie les tipeurs et je vous quitte. Que Dieu nous garde.
arrachez-vous aux écrans. Arrachez-vous aux écrans. Les écrans vous dévorent, la lecture vous nourrit. C'est toute la différence.